Nasmi, il faut marquer où? Bah, je sais pas. Déclarer forfait. C'est nous les chefs. La semaine dernière, on a travaillé quoi comme figure? C'est compris ou pas? Regardez-vous, il manque une personne. Bonjour à tous et puis bonjour surtout à ceux qui nous rejoignent puisqu'on est dans notre troisième capsule du podcast sur le tennis de table à Mayotte, toujours avec Bastien Pelletier. Dans cette troisième capsule, on va développer un petit peu plus le jeu tout en coup droit, les problématiques plutôt des débutants et puis de nos élèves mahorais. Justement, pour rentrer directement dans le vif du sujet, on a compris au fil des podcasts que toi, tu valorisais vraiment une pratique en coup droit, surtout en coup droit, voire exclusivement en coup droit. D'où ça vient déjà pour commencer et comment tu le justifies ça? L'origine, c'est des propositions professionnelles de Serge Testevide et Régis Galec qui ont proposé cette forme de pratique scolaire-là, plus ou moins adaptée et qui est très évolutive, c'est ça l'avantage. Et j'y suis assez sensible parce que elle permet de maximiser le temps moteur, du fait que en isolant un seul geste technique, ils vont le répéter 2 fois plus que s'ils avaient la possibilité de faire du coup droit et du revers. Et je trouve aussi que c'est une motricité beaucoup plus ambitieuse que le revers où on est sur une gestuelle assez naturelle face à la table, les pieds qui sont parallèles et avec un alignement œil raquette balle qui est assez naturel. Et donc je m'éloigne du fond, je m'éloigne de la forme, mais pour mieux faire vivre le fond. Donc je suis assez sensible à la démarche du CEDREPS par rapport à ça, dans le sens où la forme de pratique scolaire du Juto en coup droit, elle permet aux élèves de vivre aussi des émotions qui sont plus intéressantes, parce qu'en coup droit c'est très facile de mettre de la vitesse, c'est très facile une fois qu'on a très facile de se matcher et d'accélérer la balle. Et si on regarde le jeu à haut niveau, les joueurs et les joueuses mettent de la vitesse. Un coup défensif. Pas forcément, mais ils ont plutôt tendance à rompre l'échange en coup droit en mettant de la vitesse. Et sachant qu'au tennis de table, il n'y a pas d'amorti, il n'y a pas de jeu en amorti. Le pari qui est fait à travers cette forme de pratique scolaire-là, c'est de mettre l'accent sur la vitesse et d'isoler le coup droit, qui est une gestuelle plus ambitieuse et qui est porteuse aussi de plus d'émotions pour les élèves. Quand ils arrivent à claquer un smash, tout de suite, les élèves se sentent valorisés et sont contents de le faire. Ça fait du bruit, que ça va vite. Exactement. C'est à la fois visible, valorisant et c'est source de plaisir chez les élèves. Donc, toi, tu prends le parti d'enlever complètement le revers. Moi, à l'inverse, c'est vrai que pour démarrer, pour la continuité, souvent pour mes élèves débutants, j'ai tendance à leur faire construire la continuité en revers parce que, comme tu dis, au niveau moteur, c'est beaucoup plus facile. On a l'alignement œil, raquette, balle et c'est vachement plus facile. Est-ce que tu arrives quand même à construire une continuité en coup droit avec tes élèves débutants? Oui, ça dépend de leur niveau. Et c'est vrai que s'ils n'ont jamais touché de raquette de leur vie, ça me semble pas du tout choquant. Et Serge Testevide propose ça notamment, de ne pas commencer avec des tables de tennis de table parce que l'espace est relativement restreint. Il y a un obstacle qui est le filet qui est assez dur à franchir au départ. Donc ce qu'on peut faire, c'est commencer avec des séparations, soit dans les salles de TT comme on voit, où ça peut très bien être un fil qu'on tend au travers de la salle et qui est à hauteur de hanche, par exemple. À peu près la hauteur d'un filet de tennis. Voilà, par exemple, à 1 mètre environ du sol. Et où on met les élèves dans des situations de tennis finalement, où ils ont une raquette de TT, une balle de TT. Ils vont avoir un rebond qui est au sol. Et donc l'espace est plus facilement, ils appréhendent l'espace parce qu'ils sont sur leur cible à défendre. C'est assez facile, puisque le filet est relativement bas, de pouvoir le passer. Et vu que l'espace est plus grand, il y a plus de marge d'erreur aussi. Et au début, ce qui est très difficile pour des élèves très débutants, c'est d'arriver à coordonner le geste et surtout à faire atterrir la balle sur la demi-table adverse en passant par-dessus le filet. Oui, et puis on se déplace aussi sur l'espace sur lequel on joue, alors que c'est une grosse difficulté, je crois, que de nos élèves de jouer sur un espace sur lequel ils sont pas. Exactement. Sur la table. Et
Est-ce que tu vois aussi peut-être des bénéfices dans la construction des règles? Parce qu'on a des élèves qui sont très éloignés de la culture des sports de raquettes. Oui, ce qui est frappant ici à Mayotte, c'est qu'on a surtout des élèves en termes de vocabulaire qui ont le vocabulaire des sport co. Ils parlent du ballon, ils parlent du but. Et effectivement, c'est assez troublant au départ. On a des élèves qui laissent rebondir la balle 4 fois avant de la frapper, qui la frappent alors qu'elle n'a pas encore fait de rebond au sol. On a tous des images folles sur nos premiers cours de tennis de table. Voilà, tout à fait. Un peu le joker qui sort de sa boîte et qui essaye de jouer un peu partout. Donc même si on est sur une forme de pratique où on est sur du tennis TT, on peut bien sûr construire les règles je dois laisser un seul rebond avant de frapper, je dois frapper la balle en une seule fois. On a aussi des élèves qui la frappent plusieurs fois, donc je dois la frapper en une seule fois pour l'envoyer de l'autre côté. Et donc si on est sur cet objet d'enseignement tout en coup droit, ne faire que des coups droits. Là, tu nous as parlé du fait de mettre les élèves les plus débutants au sol. Tu construis que la continuité là-dessus, ou est-ce que tu vas vers la rupture aussi au sol? Oui, mon parti pris, c'est quand même d'aller assez vite sur les tables de tennis de table, parce qu'il faut appréhender l'espace et c'est complètement différent. C'est des contraintes qui sont différentes. Donc, je fais uniquement de la continuité sur cet espace-là. Par contre, pour rester dans la logique du champ, même si mon objet d'enseignement au départ c'est de la continuité, l'opposition est indirecte. Donc, je fais beaucoup de records d'échanges au début, soit par équipe, soit à deux. On doit avoir plus fait d'échanges que d'autres personnes. Donc, c'est une opposition qui est indirecte. Les élèves, ça les motive beaucoup. Ils répètent énormément. Et on a cet esprit du champ qui est quand même respecté, où le but c'est quand même de gagner quelque chose. L'émulation de la compétition. Exactement. Entre les groupes aussi quand même. C'est vrai qu'on a du mal sinon dans la continuité à vraiment motiver. Tout à fait. Motiver les élèves. Tout à fait. Et donc on a à la fois cet objectif, ce but de maîtrise à travers le fait de faire des échanges, et ce but de performance à travers le fait de faire mieux que quelqu'un d'autre, qu'un groupe, qu'un élève. Et souvent ça peut prendre la forme de, par exemple, partenaire en or, être la première personne de la classe à avoir fait 10 échanges avec 5 élèves différents. Mais ça peut prendre plein de formes différentes. Pour parler un peu plus de la hiérarchisation des apprentissages, là, on a parlé pas mal de continuité. On sait que le tennis de table s'est programmé énormément au collège, chez des élèves très débutants. On a 328 classes cette année, par exemple, qui font du tennis de table. C'est dans le top 3 des activités les plus programmées dans le champ 4. En termes de hiérarchie des apprentissages, qu'est-ce qui, selon toi, est le plus important? Ce qui est le plus important, dans un premier temps, c'est que les élèves soient capables de renvoyer la balle. Surtout, c'est chez des ultra débutants. Et c'est d'ailleurs dans l'esprit des anciens textes, si on regarde les programmes de 2008, compétences adaptées du niveau 1, c'est assurer la continuité en coup droit ou en revers. Et profiter d'une situation favorable. Donc ça vient après. Donc, ce qui me semble primordial pour les collègues en collège qui ont face à eux des élèves débutants, c'est de leur permettre de renvoyer la balle, faire 5, 7, 10 échanges sans perdre la balle avec plusieurs partenaires différents, être capable de répéter un geste stabilisé. Et c'est pour ça que j'envisage dans un premier temps uniquement en coup droit et puis progressivement permettre petit à petit plus de revers. Mais c'est un prérequis indispensable pour pouvoir amener les élèves à la rupture. On peut pas leur demander de rompre l'échange s'ils savent même pas renvoyer la balle. Est-ce que d'après toi c'est différent en lycée? Ça dépend du niveau des élèves. En lycée, ce qui peut être encore plus embêtant, c'est qu'on a énormément d'hétérogénéité entre des élèves qui ont accès à une table de TT, que ce soit dans leur village, dans une MJC ou potentiellement chez eux, et des élèves qui peut-être n'en ont jamais fait en collège pour différentes raisons. Ce qui fait que on a, pour moi, les mêmes objectifs, mais qui sont encore plus à moduler en fonction du niveau des élèves. Mais malheureusement, on peut se retrouver en lycée avec des élèves complètement débutants en tennis de table, et on doit repasser par ces objectifs-là de continuité pour que les élèves puissent ensuite arriver dans une activité duel. Ok, on comprend bien que pour toi, c'est la continuité, c'est la base, c'est à la base de tous les apprentissages en tennis de table. D'abord au sol, ensuite sur la table. Justement, quand est-ce que tu envisages le fait de passer sur la table? Est-ce que tu as des critères là-dessus? Oui. C'est les mêmes que je reprends ensuite quand on est sur la table. C'est je suis capable de faire 10 échanges, donc j'envoie la balle, je frappe la balle 5 fois et mon partenaire l'envoie 5 fois. Et ça, je suis capable de le faire avec plusieurs partenaires. Ça peut être 5, 7, 10. Ça peut être aussi le faire valider au moins sur 2 séances différentes pour que l'élève montre qu'il est capable de reproduire cette gestuelle plusieurs fois. Donc montrer en fait sa compétence dans le fait de renvoyer la balle. Et ce qui est intéressant dans ce registre, c'est d'envisager
en termes de rôle social, le rôle de partenaire d'entraînement en tant que aide pour le progrès moteur envers les autres. Et ça, c'est vachement intéressant de dire que, ou d'évaluer les élèves sur ça, de les former là-dessus, sur la capacité à produire une balle qui soit facile pour le partenaire. Ouais, une bonne balle. Parce que du coup, ça dépend de on a un peu parlé tout à l'heure déjà, mais ça dépend un peu de la qualité de balle. Oui. Tu le prends en compte ça dans tes critères? Oui, ça peut être sur la trajectoire. Est-ce que les élèves sont capables de jouer suffisamment lentement pour donner du temps aux partenaires? Ça, c'est quelque chose que les élèves ont du mal à faire au début. Souvent, vu qu'ils sont sur des gestes assez explosifs, la balle part très vite et ils ont du mal à accompagner, à être capables de ralentir le jeu. Donc, j'insiste beaucoup, oui, sur la trajectoire de balle en continuité, sur le fait que il faut qu'elle monte pour pouvoir donner du temps aux partenaires. Et à l'inverse, quand j'envisage des objectifs de rupture, là, c'est enlever du temps à l'adversaire quand je peux, donc faire des trajectoires plus rasantes. Ok. Quand est-ce que tu décides donc ça, on a compris pour toi, c'est tout le temps en coup droit, un maximum, en tout cas. Quand est-ce que tu envisages de remettre du revers et comment tu le fais? Ce qui est intéressant dans le fait de remettre le revers, c'est que ça permet d'envisager la dimension tactique dès le service. Parce que si je sais que mon adversaire a un revers par point autorisé, mais je peux soit décider de jouer tout de suite sur son revers et entre guillemets lui cramer son revers, et ensuite je sais qu'il n'a plus de revers autorisé, donc je vais pouvoir peut-être insister dessus, ou alors maintenir l'incertitude, ne pas jouer tout de suite sur son revers et jouer à un moment donné pour peut-être le mettre un petit peu en difficulté. Et ce qui est intéressant aussi dans le fait de réintroduire le revers, c'est quand on voit par exemple sur un niveau assez avancé, les élèves sont capables de se matcher en coup droit vers le revers, ce qui met énormément en difficulté l'adversaire parce qu'il n'a pas le temps de contourner son revers. Réintroduire le revers, ça permet aussi de rééquilibrer le rapport de force, et c'est assez important d'avoir ça à l'esprit en fil rouge de sa séquence, de se dire que les armes qu'on donne aux élèves, il faut que dans un premier temps, ça les avantage, mais ensuite, on doit être capable, dans nos propositions, de rééquilibrer le rapport de force. Et le fait de réintroduire le revers, c'est hyper confort pour les élèves parce que ils ont plus besoin de se déplacer, donc ils sont plus en crise de temps. D'accord. Par rapport à la situation que tu nous as présentée en capsule 1 et 2, est-ce que tu réintroduis le revers à peu près à ce moment-là, ou peut-être juste après quand ils ont commencé à avoir des trajectoires descendantes? Oui. C'est quand? J'introduis le revers une fois que j'ai donné suffisamment de pouvoir à l'attaque. Donc une fois que mes élèves sont capables de se matcher assez régulièrement sans faire la faute. Et donc ils ont une arme pour faire basculer le rapport de force en leur faveur, si on reprend les textes. Et du coup, une fois que je vois qu'ils sont capables de faire ça et qu'il y a une partie importante des points qui est marquée grâce à ça, là, je réintroduis un revers, ça peut même être 2 revers par point, pour pouvoir donner, quand je suis en situation de défense, la possibilité malgré tout de remettre la balle sur la table. D'accord, très bien. Là, en parlant un peu d'hiérarchie des apprentissages de manière générale et de comment tu vois le cheminement de l'élève en tennis de table, moi, ça fait émerger chez moi quand même une grande diversité. Tu en as parlé tout à l'heure. Moi, j'ai eu plein de classes où j'avais 4-5 élèves qui avaient accès à une table dans une MJC et qui étaient très très forts en tennis de table. Et à l'inverse, des élèves qui étaient hyper éloignés de la culture des sports de raquettes et qui pouvaient pas remettre la balle sur la table, qui n'avaient pas acquis la continuité. Comment tu fais pour gérer cette diversité dans ces cas-là? Ce qui est important d'avoir à l'esprit, je pense, c'est que en situation d'opposition, c'est important de maintenir un rapport de force à peu près équitable au départ. Donc c'est peu envisageable de mettre un très fort contre un très faible sans adapter les règles. Et ce qui est intéressant dans le CA4, c'est qu'on peut facilement moduler l'espace, les armes qu'on donne aux élèves pour pouvoir rééquilibrer justement ce rapport de force. Donc soit on choisit de faire des groupes qui sont homogènes en termes de niveau, et là la question se pose pas forcément, en tout cas en situation d'opposition. Soit on peut envisager des niveaux hétérogènes qui s'affrontent. Et dans ce cas-là, il y a des armes différentes. Ça peut être réduire l'espace pour l'élève fort, comme ça il est obligé de viser assez précis. Ça peut être lui imposer une trajectoire au-dessus d'un surfilet, qui serait au-dessus du filet pour que l'adversaire qui est en difficulté ait le temps. Donc il y a surtout sur l'espace, et ça peut être aussi sur le matériel également. Je sais qu'il y a des balles qui existent, qui sont en mousse et qui sont beaucoup plus faciles d'un point de vue moteur à contrôler. Donc ça peut être aussi sur le matériel, mais le plus important pour moi, c'est de respecter un rapport de force le plus homogène possible au moment où les élèves se confrontent. D'accord. Est-ce que tu as un peu connaissance de
du monde fédéral du tennis de table à Mayotte. Comment est-ce qu'on peut réorienter du coup justement nos jeunes qui jouent juste au tennis de table dans la MJC? Est-ce qu'on peut les orienter vers des clubs? Oui, à Mayotte, il en existe 11. Il y en a sur Petite Terre et sur Grande Terre du nord au sud. Ils sont assez bien répartis sur Mayotte. Malheureusement pas dans tous les villages. Donc 11 clubs, c'est déjà intéressant. Il y a un championnat par équipe, R1 et R2. Il y a aussi un championnat individuel qualificatif pour le championnat de Mayotte. Pour les élèves, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a souvent des stages qui sont organisés pendant les vacances scolaires. Après, malheureusement, pour des élèves qui n'ont pas de club dans leur village, la problématique du transport ici est connue. Mais si vous avez des élèves et que vous voyez sur la carte qu'il y a un club dans leur village, faut pas hésiter à leur proposer, parce qu'ils font des tarifs pour les jeunes, ils font des stages aussi pendant les vacances, des stages pour les jeunes et des événements de promotion, souvent des journées d'initiation. Donc ça peut être intéressant pour des élèves motivés de leur proposer ça. On mettra à disposition la carte des clubs de tennis de table, de ping même de Mayotte, dans la description, sur le site internet, etc. Eh bien écoutez, merci Bastien déjà pour ton temps et le travail que tu as fourni. J'espère que vous avez aimé nous écouter, que ça vous a apporté quelque chose. On vous remercie en tout cas de nous avoir écoutés. Et puis on se dit à très vite pour d'autres podcasts. À bientôt. Au revoir.